Bonjour à tous mes chers étudiants de CS1 et de CE1. Je vous retrouve pour un nouveau cours sur l'animal qui s'inscrit dans ce vaste panorama que je vous propose comme initiation à la thématique. C'est pas très ambitieux, mais ça permet d'avoir des cadrages historiques importants et je pense très utiles, qui s'intitulait de la chasse de l'animal sauvage à son hyperexploitation. Donc un vaste cours durant lequel j'aborde, en évoluant dans ce cadre historique très large, la façon dont nos rapports ont évolué avec l'animal sous un angle qui est essentiellement alimentaire, vous le constatez, puisque je suis partie de la chasse de l'animal dont on se nourrit, à la domestication des animaux dont on se nourrit également, à l'hyper-exploitation de ces animaux dans l'industrie alimentaire. Donc forcément, rien de très philosophique, je pense que vous le constatez à travers les référents qui sont les miens pour l'instant, puisque je vous donne souvent des données historiques ou des données sociologiques à partir desquelles nous pourrons réfléchir davantage sur le fond. Cette partie sera cependant soutenue par plusieurs analyses, l'une littéraire, l'autre plutôt sociologique. Donc on entre quand même, l'air de rien, dans notre thématique littéraire, philosophique ou de sciences humaines. Je vous donne petit à petit des auteurs importants sur ce thème. Alors petit rappel du grand 3 que j'avais intitulé de l'exploitation à la surexploitation. Nous avions fait le constat d'un passage au XXe à une industrie productiviste qui modifie notre manière d'aborder l'élevage à travers une standardisation, une restriction des coûts, du temps bien évidemment accordé à l'animal, une restriction de la main-d'œuvre, enfin tous éléments qu'on rencontre également dans les chaînes de montage de l'industrie automobile, etc. Je vous avais montré que la consommation de viande avait bien évidemment explosé durant les 50 dernières années. Je vous renvoie pour de plus amples détails au cours que vous fait Alain Joyeux, professeur de géopolitique, sur ces questions, puisque la transition alimentaire, ce sont des thèmes qu'il aborde avec moult schémas que vous connaissez. Donc je vous renvoie à toutes ces données chiffrées. Je pense qu'elles sont utiles quand même dans une dissertation de philosophie pour ancrer un peu le propos, même si ça ne fait pas tout. Mais bon, sans confondre la dissertation de philo avec la dissertation de géopo, je pense que vous pouvez tout à fait intégrer des éléments de ces cours que vous donne Alain pour asseoir vos analyses à proprement parler. J'avais commencé un petit temps que j'avais intitulé le produit conforme. Produit conforme, c'est une expression qui peut sembler choquante, mais vous allez voir que, et on y reviendra à plusieurs reprises, le vocabulaire utilisé par l'industrie agroalimentaire à propos de l'élevage est souvent euphémistique. On utilise moult litotes, euphémismes pour cacher la réalité assez sordide de ce qui s'y joue. Donc ce sont des choses que je serai amenée à aborder ultérieurement avec vous, puisque je vous proposerai une lecture très détaillée d'un texte de Charles Patterson qui s'appelle Un éternel Treblinka, qui compare l'industrie agroalimentaire et les camps concentrationnaires nazis. C'est un texte très fort dans lequel je suis en ce moment et que j'ai du mal, bien sûr, à lire parce que c'est très dur ce que je lis, mais qui, à mon avis, est absolument essentiel pour comprendre les enjeux cette année. Donc, je reviendrai sur cette question de l'euphémisme. Alors, produit conforme, je l'avais abordé sous un angle qui était assez descriptif, puisque je vous ai montré comment à peu près 80 à 90% des animaux que nous consommons sont de production industrielle, donc très peu de production fermière au sens classique du terme, et que ces animaux vivaient dans un enfermement total. Alors, pour le coup, eux, confinement, ils savent ce que ça veut dire. Insémination artificielle, culture en hors-sol, ils ne voient pas la lumière du soleil de la naissance à leur mort. Des espaces grillagés, des caillebotis étroits, des petites cages étroites dans lesquelles ils n'ont pas la possibilité de se mouvoir. On a vu une condition animale qui était quand même réduite à pas grand-chose. Et puis, un traitement très violent aussi des produits non conformes. Pourquoi ? Parce que lorsque on veut gagner une clientèle, eh bien on donne à satisfaction à des attentes du consommateur, et lorsque l'animal n'est pas tout à fait conforme à ces attentes de poids, de qualité, de couleur, etc., eh bien on élimine tout bonnement l'animal qui ne correspond pas à ces critères. Je vous avais parlé également des nombreux appareillages techniques, injection d'hormones, d'antibiotiques, manipulation génétique systématique puisque c'est de la procréation in vitro à chaque fois, nourriture au rabais, souvent de farine animale, et puis donc une durée de vie de l'animal qui est restreinte puisqu'on attend simplement qu'il ait engraissé, qu'il ait atteint son poids maximal pour lui donner la mort. Alors je sais que toutes ces réalités, on peine à les dire et on peine à les voir. Je pense que le discours que je vais tenir cette année avec vous sera assez brutal dans la mesure où je ne peux pas occulter la réalité dont je vais parler et sur laquelle je suis censée réfléchir. Donc je m'excuse à l'avance auprès de mes chers étudiants sur le caractère extrêmement cru des réalités sur lesquelles je vais m'appesantir. Je ne peux pas faire l'économie de ce discours-là.
Alors, après cet état de fait, je voudrais commencer un petit 2 que j'ai intitulé « La firme agricole ». Alors, je joue bien sûr sur la phonologie très proche de firme et ferme. C'est la firme maintenant agricole qui se déploie. J'ai sous-titré « La firme agricole ou l'optimisation de la chose animale ». Alors, plusieurs éléments dans ce paragraphe, à la fois de rappel d'une évolution de l'agriculture et de l'élevage en particulier au tournant des années 60 durant la politique agricole commune de De Gaulle, et puis également une modification très récente de l'appareillage technique, puisqu'on est dans une hyper-technicisation de l'élevage, notamment à travers donc, la numérisation des données. Donc je serai amenée à vous parler un petit peu de ce qui se fait au niveau informatique dans la ferme, puisque l'informatique a gagné la ferme ou la firme agricole. Alors, pendant très très longtemps, donc, ce qu'on a appelé la ferme au sens traditionnel du mot, c'était une ferme en polyculture. La polyculture, vous êtes d'accord, c'est un ensemble de cultures diversifiées. Poly, en grec, c'est plusieurs. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'élevage, on va également faire du fourrage, des céréales, des légumes, peut-être des fruits, etc. Sur une ferme, il y a plusieurs types d'activités. Une même ferme peut être éleveur et fabriquer du fromage, c'est avoir vraiment une palette d'activités très très diversifiées, et c'est ce type-là de la polyculture qui a globalement traversé les grands âges de l'histoire. Il n'y a pas de spécialisation très forte dans le domaine agricole jusqu'au XXe siècle. Depuis, on va dire, quelques dizaines d'années, ce système de la polyculture est mis en difficulté. Il est même de moins en moins dominant dans le paysage agricole moderne. Et c'est lié donc à cette politique qui a été menée sous De Gaulle et qui, dès 1966, produit ce qu'on appelle la loi sur l'élevage. Une loi sur l'élevage qui est donc votée en 1966 et qui engage une politique d'industrialisation de l'élevage, qui se fait notamment parce que la France était en retard par rapport à de grands défis internationaux, n'arrivait pas à être compétitive sur des marchés mondiaux. Il fallait donc qu'elle réforme sa manière de concevoir, de rationaliser, d'organiser son élevage, et c'est ce qu'elle fait donc durant cette période. L'État va demander aux agriculteurs une optimisation de leur production. Alors comment faire? D'abord, en exigeant que les animaux soient nés sous insémination artificielle, ce qui permet d'avoir une constante dans la qualité des races, d'avoir la maîtrise des races les plus productives et de ne pas être dans l'aléatoire de races qui ne seraient pas d'une égale production, par exemple. Pour des raisons hygiéniques également, les animaux à insémination artificielle, on sait exactement comment ils fonctionnent et donc on peut leur apporter les soins dont ils ont théoriquement besoin. Il y a également dans toutes les grandes écoles agricoles un enseignement qui est donné à partir des années 60, qu'on appelle l'analyse systémique des productions, où on apprend globalement à analyser en gestionnaire les données chiffrées d'une exploitation. Et si cela n'a pas grand-chose à voir avec la réalité du travail agricole, la plupart des paysans disent qu'entre ce qu'on leur apprend dans ces écoles agricoles et la réalité du métier, il y a un monde, et bien de fait, on sent que dans les écoles agricoles, on est vraiment sur ce versant de ce qu'on a pu appeler la zootechnie, concept que je vous demande de retenir, c'est-à-dire toute cette espèce de science de l'animal qui d'abord s'est déployée dans le contexte positiviste du 19e siècle. Dans le déploiement des sciences, il y a eu une vraie connaissance de la technique liée à l'animal, à la production, à ses cycles de fécondation, à sa durée de vie et aux soins que l'animal exige, aux soins minimums que l'animal exige. Et donc, tous ces éléments entrent véritablement dans l'enseignement que reçoivent les agriculteurs en ce temps-là. Le modèle de l'exploitation familiale donc, va se déliter à partir des années 70. On lui reproche à ce modèle familial de ne pas aller assez loin dans l'intensification des modes de production, dans la scientifisation des modes de production.
Et je voudrais vous évoquer très rapidement, hein, ça n'est pas l'objet, ça ne sera pas l'objet d'une étude détaillée, mais je voudrais vous évoquer une expression qui a été utilisée par un sociologue très important de cette période des années 70, grand spécialiste de ce monde paysan, hein, qui est Henri Mandras, M-E-N-D-R-A-S, Henri Mandras, M-E-N-D-R-A-S, qui, ce spécialiste du monde paysan, annonçait dans un texte publié en 1970, la fin des paysans, sous-entendu la fin de cette ancienne manière de polyculture, de ferme en polyculture, d'exploitation de type familial. C'en est fini. Pourquoi? Parce que eh bien, ce sont les paysans précisément qui étaient à la tête de ces fermes de polyculture, ces fermes polyvalentes. Elles ne sont plus les fermes dominantes, donc c'est la fin petit à petit des paysans. On aura à la place des paysans des exploitants, avec ce terme bien évidemment qui renvoie davantage à l'aspect gestionnaire du métier. Alors, cette standardisation qui se fait en passe par la spécialisation. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, on en a fini, ou quasi fini, avec l'idéal de la ferme en polyculture. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, mais ça veut dire qu'elles sont moins présentes dans ce paysage agricole. Donc forcément, on se spécialise. L'exploitation agricole va se spécialiser sur un produit très particulier, destiné à être écoulé sur des marchés mondiaux globalisés. Donc elle doit être compétitive et pour ça, se centrer vraiment sur un seul objet. La concurrence se joue en grande partie sur les prix et donc les exploitants agricoles doivent en permanence optimiser leurs outils de production et les coûts doivent rester compétitifs, donc ils vont tirer sur des marges pour obtenir cette compétitivité. Je vous donne un exemple assez connu qui est l'évolution de la production du lait en France, avec des fermes qui comptent plusieurs centaines de vaches de nos jours, c'est-à-dire qui sont à 1000 lieues de la petite ferme de 50 bovins qui étaient traits à la main, etc. Là, ce sont des robots de traite qui fonctionnent 24 heures sur 24 en continu. Pensez notamment à la ferme des 1000 vaches dans la Somme, qui porte son nom. Alors, on en comprend plutôt 850 à peu près de vaches laitières, mais enfin, on ne compte pas les petits veaux, etc. L'expression ferme des 1000 vaches, qui est une allusion, vous le savez, je pense, au plateau des 1000 vaches dans Limousin, mais enfin, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité de cette ferme dans la Somme, accueille donc des laitières qui tournent à plein en quelque sorte. Alors, quand j'ai eu la curiosité d'aller voir un petit peu ce qu'il en était de cette ferme et je suis allée voir notamment sur internet, sur YouTube, une présentation de cette ferme par un gars qui se dit youtubeur comme le beurre, B-E-U-2-R-E, et qui est donc Étienne, qui a l'air d'être assez connu dans le milieu des youtubeurs fermiers, et donc il présente cette ferme, et on voit que c'est des fermes immenses bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup de vaches, et que la compétitivité est en jeu. À un moment donné, le patron dit que les céréales dont il nourrit ses bêtes, eh bien, il les achète, et il vérifie par exemple la cotation en bourse pour acheter au moins cher. Lorsqu'il ne peut pas acheter ça parce que c'est trop coté, eh bien, il achète autre chose. On sent qu'il y a vraiment un rapport au profit qui est très important, qu'il n'est pas rentable par exemple d'avoir entre 300 et 500 vaches, donc il faut aller au-delà de 500 vaches et là ça devient rentable. Donc il y a ce rapport au profit, on ne peut pas se voiler la face, même si ce monsieur est ravi par exemple de présenter le fait que les vaches ont l'air sereines, qu'on n'entend rien. Alors il dit souvent, écoutez, le silence de ma ferme, il est assez fier de voir que finalement il n'y a pas de souffrance, parce que si elle souffrait, elle râlerait, elle mugirait. Et donc vous avez ce rapport finalement bien évidemment très concret de l'exploitation qui quand même a besoin de gagner de l'argent, de rentabiliser, et qui à travers des contrats très simples vend la totalité de sa production laitière sans grande difficulté. Et donc cette expression, bien évidemment, ferme des 1000 vaches, elle est intéressante et elle a été reprise par des spécialistes des données, on va dire, sociologiques de l'agriculture en France, pour montrer qu'il y a des fermes gigantesques qui se sont développées. Donc vous voyez qu'on en est loin de cette approche polyculture, fermière, de petites fermes à taille humaine. On est dans des grandes structures qui, en France, donc,
font souvent moins de 1000 têtes, mais qui dans certains pays, je pense à l'Allemagne, à la Nouvelle-Zélande, à la Chine bien évidemment, aux États-Unis, mais aussi à la Nouvelle-Zélande, à l'Arabie Saoudite, etc., sont des exploitations immenses. Je vous donne 2 exemples qui sont assez connus. Une ferme à proximité de Chicago qui s'appelle la Fair Oaks Farms, qui compte 40 000 vaches laitières, c'est énorme. Et puis une ferme-usine pharaonique en Arabie Saoudite qui s'appelle Al-Maraï et qui recense 94 000 animaux. Je vous redonne les 2 expressions, Fair Oaks Farms, excusez-moi pour l'anglais, je suis vraiment nulle à chier. Donc F-A-I-R, plus loin O-A-K-S et Farms. Et puis pour la ferme en Arabie Saoudite, c'est Al-Maraï, A-L-M-A-R-A-I. A-L-M-A-R-A-I, 94 000 bêtes, c'est démentiel. Ce sont des villes en fait. On a du mal à se représenter la chose, mais les gens qui visitent ces lieux ont l'impression de vivre dans une ville entière avec des bâtiments différents et des lieux et des moyens de circulation internes. Alors d'un point de vue sociologique, est-ce qu'on peut encore appeler ça ferme? On appelle ça ferme géante ou alors ferme des 1000 vaches. L'expression a été utilisée pour caractériser ces fermes très très grandes. Moi, je pense que le terme de firme a de la signification et j'ai lu ce terme chez des sociologues qui parlent de firme agricole et je trouve que c'est intéressant parce que c'est la conséquence véritablement, la firme, d'un abandon d'un type de production traditionnelle, séculaire, l'exploitation familiale. Et ça se vérifie notamment du fait que les capitaux qui sont utilisés pour déployer ces exploitations sont souvent des capitaux qui viennent de l'extérieur du monde agricole, alors que dans une entreprise familiale, c'est la famille qui mettait de l'argent sur la table. Là, vous avez des investissements, un potentiel d'investissement extérieur dans les exploitations immenses que sont donc ces fermes géantes. Un recours à un salariat également qui est extérieur à la famille. Dans la structure familiale, les individus qui travaillaient dans la ferme, c'était les gérants de la ferme, la famille de l'agriculteur. Bon, ben là, on va mobiliser une main-d'œuvre extérieure. Donc tout ça pour vous montrer que, en effet, la structure a changé. Et qui dit transformation de la structure, dit transformation du statut de l'animal et de la représentation dont on s'en fait, et peut-être aussi de la manière dont on les traite. Je reviens sur des points qu'on a un petit peu abordés dans le petit 1. On a vu dans les élevages industriels, on en a parlé, mais je reprends ces points. Une réduction drastique de l'espace, le hors-sol, un enfermement permanent des animaux qui vise à compresser au maximum le coût de revient, les coûts de production de l'animal. Dans cette logique productiviste, les élevages traitent de tout. L'animal est pris à la naissance, il naît selon des pratiques déjà technologiques. Il vit, se reproduit selon des procédés techniques et technologiques. Il va également mourir selon ces mêmes types de procédés. Donc la mort, la vie de l'animal sont traités de manière industrielle et technicienne. L'objectif, on le comprend, c'est de produire le maximum de viande en un minimum de temps, avec un minimum de frais, d'où l'abandon bien évidemment du recours au pâturage, sans doute, et à l'alimentation naturelle des animaux qu'on élève, puisqu'on va mobiliser pour leur alimentation des rations en fonction de leur poids, qui proviennent de fournisseurs d'ailleurs étrangers à la ferme elle-même, qui sont des fournisseurs spécialisés et qui vont optimiser les apports nutritionnels de type minéraux, vitamines, matières grasses, protéines, etc. Ce que j'essaie de vous montrer à travers cette description rapide, mais qui renvoie bien sûr au paragraphe précédent, c'est qu'il y a dans ce système une obsession quantitativiste. On n'est pas du côté de la qualité, on est davantage du côté de la quantité. Aussi qualité il y a, c'est selon des critères hygiénistes, plus que des critères de bien-être, bien évidemment. Il s'agit surtout de rationaliser, c'est-à-dire de faire ce que Théodore Adorno, un grand philosophe du XXe siècle, a abordé dans son ouvrage La dialectique de la raison, qui a été coécrit avec Max Horkheimer. Théodore Adorno, A-D-O-R-N-O, dans La dialectique de la raison, aborde cette question d'une raison qui ne doit produire que des données chiffrées. Vous êtes d'accord que la raison humaine, c'est à la fois ce qui nous permet de calculer, ce qu'on appelle la raison raisonnante, elle opère les stratégies, les calculs, et puis il y a la raison, quand on dit il faut raison garder, de l'approche raisonnable, qui n'est pas du tout, vous le voyez, sous l'angle du calcul et des mathématiques. Lorsque on dit je ne peux pas faire cela parce que ma raison me l'interdit, on est plutôt dans un cadre moral. Et donc dans ce texte, la dialectique de la raison, eh bien Adorno montre avec Horkheimer que la modernité
a plutôt valorisé le premier sens de la notion de raison, à savoir le sens de la raison calculante, et a oblitéré l'aspect moral de la raison qui nous rend raisonnables, mesurés, philosophes. Je voudrais vous donner une citation de ce texte qui dit ceci. La raison ne reconnaît comme existence et occurrence, la raison ne reconnaît comme existence et occurrence que ce qui peut être réduit à une unité de mesure. Que ce qui peut être réduit à une unité de mesure. Point virgule, son idéal étant le système dont tout peut être déduit. Son idéal étant le système dont tout peut être déduit. Donc vous voyez ici la domination de la quantité, cette obsession quantitativiste dont je vous parlais, avec une prolifération de moyens techniques, technologiques de fabrication qui vont permettre d'obtenir de meilleurs rendements économiques et qui eux-mêmes entraînent une accélération frénétique de la production, lesquels engagent également de nouveaux outils techniques pour tempérer cette accélération frénétique. On entre ici dans ce qu'on appelle la production de l'animal. C'est une expression, la production de l'animal, sur laquelle je reviendrai puisque je vous parlerai d'une femme sociologue à l'INRA, qui est Jocelyne Porcher, qui a beaucoup distingué ce qu'on appelle élevage et production animale. Elle cherche absolument à dissocier ces deux termes. Pour l'instant, je vous parle de production de l'animal parce que est-ce qu'on est encore tout à fait dans l'élevage? Vous entendez bien que dans la notion d'élevage, il y a cette idée d'élever. Il y a l'idée d'une progression. J'élève, ça veut dire que j'amène l'animal à son âge de maturité. Il y a quelque chose d'assez beau finalement. L'éducation est, puisque je suis prof, un aspect de l'élevage en un sens noble. Cependant, dans le terme de production, vous avez perdu cette dimension qualitative au profit donc du quantitatif. Et donc, ce qu'on appelle la production de l'animal, qui est une réalité économique soutenue et déterminée par des techniques réificatrices, transforme la manière dont on aborde l'animal. En effet, l'animal n'est plus que ensemble de paramètres physico-mathématiques. Lorsque on aborde l'animal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va analyser sa courbe de performance. On va aborder des paramètres qui sont des paramètres physiologiques de performance, qu'on appelle notamment le GQM, gain quotidien moyen. Ces calculs du gain quotidien moyen, le GQM, sont des éléments dont on va analyser les courbes. Il faut absolument que cette courbe se maintienne, qu'elle ne fléchisse pas. Et il faut que la courbe, par exemple, de lactation pour une vache laitière soit toujours optimale. Il faut que la quantité d'œufs pondus par an par poule soit maintenue. Lorsqu'une poule commence à faiblir dans sa production d'œufs, eh bien, elle est tout simplement sacrifiée, parce qu'elle n'est pas suffisamment rentable. Tous ces éléments, vous voyez, font de l'animal une réalité objective, gérée donc dans ces élevages hors sol concentrationnaires qui sont remplis de machines ultra modernes dont l'intérêt principal est l'expression du potentiel absolu de l'espèce. Ce qu'on cherche, c'est vraiment une optimisation, d'où mon sous-titre, de ce produit animalier. Nous verrons, lorsque nous aborderons la question de la souffrance animale, que cela se fait bien évidemment au détriment du comportement vécu de l'animal. Le vécu de l'animal n'est pas pris en considération, ni éventuellement, s'il en est une, sa subjectivité. On segmente le comportement de l'animal en autant de courbes, d'abstraction, de définition des incarnés, qui sont le moyen de valider les élevages intensifs. Vous constatez que cette zootechnie a pris Descartes au mot. Descartes nous disait que l'animal était une machine. Alors nous reverrons bien évidemment le sens de cette expression chez Descartes très en détail l'an prochain. Mais elle est devenue de fait une machine. Alors une machine à quoi? Une machine à pondre, une machine à lait, une machine à viande, une boîte à protéines. Donc vous constatez que on pourrait associer à cet élevage beaucoup de mots en ion, technologisation, aseptisation, segmentation. Voilà ce qui domine cet élevage industriel. On est dans le monde du fonctionnement, on attend de l'animal qu'il fonctionne et quelque chose du lien traditionnel à l'animal forcément a dû être rompu.
tout est calculé. Par exemple, pour les truies, il est de savants calculs pour augmenter exploiter et optimiser le cycle de fertilité de l'animal. Et dans un texte que j'ai lu qui datait d'il y a 10 ans, on parlait d'un taux de fertilité de 9 porcs, la truie méba 9 porcelets. Aujourd'hui, on est entre 13 et 16 par portée. Vous mesurez à quel point, en effet, on a pu augmenter ce potentiel gestatoire de l'animal, qui n'est plus une femelle, mais une fabrique de porcelets. Alors, pour finir ce paragraphe, je voulais vous montrer la dimension également d'informatisation de ce milieu. Les GAFAM alimentent la ferme en outils de haute technologie, des outils informatiques, notamment en intelligence artificielle. Il s'agit de collecter des données, ce qui va fabriquer une génération d'éleveurs 3.0. Les données ainsi collectées, alors je m'excuse, il y a un bruit de fond horrible chez moi, je crois que c'est les poubelles qui passent ou un laveur de rue, je suis vraiment désolée, c'est le direct. Donc, les données qui sont collectées sont de nature très diverse. On va utiliser là aussi les méthodes de l'informatique et l'intelligence artificielle pour collecter des données que les éleveurs 3.0 vont pouvoir utiliser. Quels sont les stocks de vivants? Quelle est la nature du terrain? Quelles sont les données du terrain, donc la dimension écologique est en jeu? Quelles sont les données agronomiques? Le climat? Quelle est la nature des machines? Qu'est-ce qu'on peut en obtenir? Quelles sont les données financières et le rapport d'investissement que l'on a consenti pour la modernisation? Quels sont les aspects de conformité aux normes européennes par exemple? Toutes ces données vont être classées, triées par des ordinateurs. L'analyse de ces mégadonnées peut aider de fait à contrôler davantage par exemple la consommation d'eau, de ne pas faire de gaspillage, la consommation de pesticides, les besoins d'entretien des machines. Tous ces éléments finalement peuvent avoir un véritable confort pour les paysans ou plutôt les exploitants de ces grandes fermes. Tous les animaux à partir de 2013 ont été incités à être pucés électroniquement pour pouvoir assurer un traitement à distance par l'administration. On avait déjà un code barre pour chaque animal. On a maintenant un puçage systématique pour pouvoir suivre exactement l'animal. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. La ferme, vous voyez, est de plus en plus intégrée au monde informatique. On a des informations en temps réel sur l'animal, où il est, ce qu'il mange. On peut ajuster d'ailleurs la ration alimentaire qu'on lui donne au poids qu'il a à l'instant T. On a un contrôle laitier systématique par le biais informatique. On va adapter la ration à ce que la chèvre, par exemple, est censée produire, etc. Cela s'intègre, vous le voyez, à un élevage de nature intensive, et même sur de petites exploitations qui sont à la pointe. Moi, j'ai été assez étonnée à partir de la lecture d'un ouvrage dont je serai amenée à vous reparler, de la façon dont les petites exploitations, elles aussi, ne font pas l'économie de ces données chiffrées et de cette informatique, bien utile à plusieurs égards. Il y a énormément de toutes petites exploitations qui sont à la pointe au niveau numérique, qui assurent toute leur naissance par insémination artificielle, donc qui ont vraiment le contrôle génétique des naissances, qui ont le contrôle laitier, ce que je vous disais, le rapport entre ce qu'on donne à la chèvre, par exemple, sa ration alimentaire quotidienne, et ce qu'on attend d'elle en termes de production, une gestion des normes d'hygiène européenne, la mesure du pH du lait, par exemple. Enfin, voilà, énormément d'éléments qui sont pris en considération, et pas forcément sur de très grandes exploitations, mais aussi sur des exploitations à taille, on va dire, moyenne ou petite. On a appelé ça le smart farming, donc on traduit en français par l'agriculture de précision. Voilà, c'est pas intelligent, enfin c'est bon, smart c'est intelligent, mais là c'est l'idée, c'est qu'on obtienne une surveillance, une protection, une prévention aussi en termes de santé dans l'exploitation qui soit de précision. Par exemple, quelles sont les conditions idéales de température ou d'humidité dans l'élevage pour obtenir une croissance plus régulière des animaux qu'on élève. À quel moment il est le moment opportun pour
les amener à l'abattoir. Tous ces éléments peuvent être dotés par ces éléments qui forment donc l'élevage de précision, l'agriculture de précision, le smart farming. On utilise également les caméras, la vision artificielle, la reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'on va détecter certaines natures de cris, par exemple, pour lutter contre la mortalité notamment des porcelets qui peuvent être écrasés par leur mère. Et l'Asie est pionnière dans ce secteur de l'informatisation, de la reconnaissance vocale. On sait par exemple que la Chine surveille ses cochons et la Corée ses poules grâce à ces nouvelles technologies. Et c'est vrai que ça a eu un impact, on va dire, important lors d'une épidémie de virus H5N6 qui s'était déployé en Corée, et le système là de surveillance par des voies technologiques a permis d'enrayer plus facilement cette épidémie. Je crois que la Corée avait éliminé 33 millions de poules, enfin ça a été vraiment une crise importante, mais qui a été plus facilement enrayée du fait des conditions donc, technologiques de gestion du travail. Alors vous voyez, j'essaye d'être partagée dans ce cours, de vous montrer à la fois tout l'aspect bénéfique qu'on peut tirer de cette transformation de la manière dont on élève les bêtes, puisque cette firme agricole, elle optimise la chose animale, mais elle l'optimise aussi peut-être dans un aspect de modernisation tout à fait louable, surveillance accrue, gestion au plus près des besoins de l'animal, mais en fait la réalité est quand même beaucoup plus sombre. Et cette réalité, je voudrais la traiter dans un petit 3 que j'ai intitulé « La rupture du pacte de travail ». La rupture du pacte de travail, c'est une allusion à des thèses que j'aborderai qui sont celles de Jocelyne Porcher, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sur laquelle je vais m'appesantir. En effet, qu'est-ce qu'on appelle le pacte de travail ? C'est la façon dont, quand on travaille avec l'animal nous donne sa part de travail. C'est donnant-donnant en quelque sorte. Pendant très très longtemps, il y a eu un pacte de travail, c'est-à-dire que l'animal acceptait de donner sa part à son fermier, à son éleveur. Chez Jocelyne Porcher, il y a eu, dit-elle, rupture du pacte de travail à partir du moment où on est passé de l'élevage donc à la production animale, cette expression qu'elle utilise beaucoup, production animale, pour caractériser l'industrie de l'élevage actuelle. Alors ce petit 3, pour vous rappeler que pendant donc très longtemps, pendant des siècles, les animaux ont travaillé pour nous, mais ils ont aussi travaillé avec nous. Ils se sont d'ailleurs transformés auprès de nous. Nous avons vu, on en avait parlé dans un cours précédent, le loup devenir chien, hein, c'est le Canis lupus qui devient Canis lupus familiaris. Bon, c'est vrai qu'entre en gros un loup et un Yorkshire, il y a quand même un monde. L'auroch sauvage s'est modifié lui aussi puisqu'il a donné la vache. Le mouflon a donné le mouton. Le sanglier a donné le cochon. Il y a eu des mutations. Et ces mutations font que l'animal a changé auprès de nous. Et que, ce faisant, si il vit auprès de nous, on lui a enlevé des éléments d'instinct, on lui a ôté des éléments de protection, sa structure mentale a été modifiée de fond en comble. On sait qu'il y a une transformation cérébrale, puisque les animaux ont moins de prédateurs à craindre, si bien qu'ils ne développent pas toutes les techniques de défense qu'ils auraient dans la vie sauvage. Et cela ne s'est pas fait dans un seul sens, c'est-à-dire que les animaux y ont trouvé sans doute avantage. J'avais insisté sur ce point dans mon analyse archéozoologique, sur le fait que la domestication des animaux, les animaux, je commence à fatiguer à 33 minutes, la domestication des animaux ne s'est pas faite de manière unilatérale. Les animaux étaient des commensaux, ils trouvaient leur intérêt à partager la table des êtres humains, ils avaient de la nourriture en continu, ils avaient plus de sécurité par rapport à un milieu sauvage où ils étaient en confrontation permanente avec soit des prédateurs, soit des concurrents. Ils ont trouvé des soins, de la nourriture régulière, tout ça, ça compte. Et c'était donnant-donnant. Pour revenir sur la réduction de la taille des animaux domestiques, je vous avais dit qu'il y avait une réduction de près de 30% à peu près entre l'animal sauvage et son équivalent domestique. On s'est demandé à quoi c'était dû. Et c'est peut-être dû au fait que les animaux domestiqués, bon, d'abord sont parqués, ce qui va réduire leur masse corporelle. Ils sont moins bien nourris que les animaux sauvages, mais ils sont plus régulièrement nourris.
Donc vous voyez, c'est toujours une balance, un équilibre instable. À la fois, j'ôte des choses à l'animal, je le prive de son instinct, je le prive, mais aussi de ses prédateurs. Il y a quelque chose de positif et quelque chose de négatif en parallèle. Une petite minette qui vient vous voir, comme toujours, sa petite touche animale effective de secours. Et donc, pour revenir sur cette réduction de la taille, je vous le disais, il n'est pas qu'un indice d'affaiblissement de l'animal, puisque cet animal, maintenant, cette taille, il la garde, il la tient, c'est-à-dire qu'il est régulièrement soigné par le fermier ou par l'éleveur. On a un devoir de nourrir correctement les animaux qu'on élève, parce qu'ils n'ont plus les moyens à la fois de se nourrir eux-mêmes par la chasse s'ils étaient chasseurs, mais aussi de se nourrir parfois correctement par les moyens utilisés par leurs ancêtres. Je m'explique là-dessus. L'estomac, les intestins des animaux domestiques changent. On a un exemple qui est assez intéressant, qui a été abordé notamment par la l'archéozoologie, et qui est, je vous avais parlé du développement du bétail sur la façade atlantique jusqu'en Écosse. Pendant très très longtemps, donc, on a utilisé le fourrage traditionnel, les céréales pour nourrir les animaux. Et puis à un moment donné, on a fait en sorte que ces animaux vivent avec nous, êtres humains, jusque sur des îles. Et qui dit île dit difficulté à fabriquer du fourrage, du fait des cormoranins, difficultés climatiques. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les algues pour nourrir ces animaux. Dans les algues, il y a du sel. C'est un excès de sel dans le corps humain, c'est pas bon, mais dans le corps animal non plus. Donc les animaux ont transformé leur manière d'absorber le sel, ont réussi à ingérer ce sel, à le digérer correctement. Dans les algues, il y a de l'arsenic. Ils ont réussi à intégrer correctement l'arsenic sans que ce soit trop néfaste pour leur corps. Par contre, tous les éléments de cellulose des pâtures herbeuses, du pâturage traditionnel, ils ne le supportent plus. Donc ils ont développé une autre adaptation, on va dire, aux conditions, aux contraintes environnementales, mais ça les change complètement. Le mouton écossais, donc, il digère très bien les algues, il digère très bien l'arsenic et le sel des algues, mais par contre, il digère plus du tout les fourrages traditionnels. Donc on les a modifiés, ces animaux, et c'est vrai que si on les a modifiés, il faut aussi qu'on leur apporte toute la protection nécessaire, puisqu'on ne peut pas les relâcher à l'état naturel, ces animaux-là, ils ne survivraient pas. Donc il y a vraiment un pacte. Voilà l'idée de Jocelyne Porcher. Il y a un pacte qui a été scellé pendant des millénaires, depuis la néolithisation entre les hommes et les animaux, pour que les animaux donnent leur lait, etc. Et ça ne va pas de soi. Ces animaux ne sont plus capables de vivre sauvages. Ils ne sont plus capables de vivre sans l'homme. Ils ont besoin de soins constants. Et partout dans le monde, tous les jours, il y a des millions d'animaux qui sont engagés avec nous dans le travail, qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous. Pensez aux animaux de ferme, aux animaux de traction, d'assistance, de loisirs, de compagnie, de spectacles, d'armée, de police, etc. Sans l'engagement de tous ces animaux dans le travail, il y a énormément de production de biens, d'éléments de nourriture, de services également, qui n'existeraient pas. L'élevage a rendu l'éleveur, en quelque sorte, dans ce rapport de devoir à l'endroit de l'animal, puisque l'animal lui donne beaucoup, mais il lui faut rendre ce qui lui a été offert. On le voit notamment à travers la maîtrise du lait. Je vous avais dit que de deux choses l'une, lorsqu'on élève un animal, soit c'est pour le tuer et pour obtenir sa viande par exemple, soit on le maintient en vie pour obtenir une autre denrée secondaire, une production secondaire. Et donc c'était le cas du lait en particulier. Ce qu'on a réalisé, c'est que la viande, elle est accessible aux chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, mais le lait n'est accessible que pour un éleveur. Un éleveur qui sait amadouer une vache, qui sait la caresser, qui sait la mettre dans une position, on va dire, de confiance suffisante pour qu'elle accepte de laisser un peu son petit, de ne pas l'allaiter en permanence et de donner une partie de ce lait à un être humain. Et il faut une intrusion de l'éleveur auprès de la mère, une intrusion qui se fait d'ailleurs entre la femelle et son petit, puisqu'il s'intègre dans cette relation-là et il prend le lait alors que ce lait était destiné au petit. Et il faut pour cela une maîtrise de la traite très ancienne et un rapport presque de confiance. On sait par exemple, on a retrouvé des éléments iconographiques qui sont, je trouve, assez passionnants, qui datent de la Mésopotamie du 4e millénaire avant Jésus-Christ, où on voit une scène de traite.
le veau est présent. C'est-à-dire que la vache ne donnait son lait que si le veau était maintenu à côté d'elle. C'est-à-dire que c'était vraiment un partage. Je te donne une part de mon lait, mais mon veau est à côté de moi et je vais le nourrir et je continuerai à le faire. Vous voyez donc ce lien très très fort qui prouve d'ailleurs qu'on a eu une maîtrise du lait bien avant l'âge qu'on pensait. Je vous avais dit qu'on avait trouvé des tessères de céramique avec du lactose dedans. L'analyse ADN a permis de recomposer cette connaissance cellulaire. On a trouvé également des céramiques trouées qu'on utilisait comme faisselle. Donc tous ces éléments prouvent que le lait, on en a eu la maîtrise assez tôt, mais sans consentement de la femelle, elle ne délivre pas son lait. Et si elle est violentée, elle a du mal à donner son lait. Et je voudrais utiliser une expression qui est celle de François Popelin, P-O-P-E-L-I-N, c'est un auteur que je serai amenée à aborder un peu plus tard avec vous, qui parle de révolution pacifique. Je trouve ça très beau comme expression, parce qu'on est tellement dans la violence dans l'industrie agroalimentaire qu'on oublie que cette relation a pu être une relation pacifique. Il parle d'une entrée en familiarité. Dans la domestication, on est entré en familiarité, c'était la domus, dont on avait parlé dans un cours précédent. Et bien cette familiarité, elle est vraiment liée au fait que je ne veux pas violenter l'animal qui me donne quelque chose. Et je vous avais d'ailleurs indiqué, petit rappel, mais je pense que c'est important que vous fassiez ces liens, que lorsque cette familiarité avait été rompue par le fait qu'il faille tuer l'animal pour le consommer, eh bien petit à petit, l'homme avait de moins en moins perçu ce geste comme vital, normal et justifiable. Il l'avait de plus en plus, parce qu'il était de plus en plus familier avec les animaux qu'il élevait, perçu comme un meurtre. Je suis familier, j'aime mon animal, donc forcément si je le tue, je perçois cet acte comme un crime, comme un meurtre. Si bien que pour intégrer ce meurtre, il avait dû passer symboliquement un contrat moral avec une divinité l'y autorisant à ce meurtre. Et c'est comme ça que François Popelin explique la création des divinités. Les divinités agricoles, on va dire, ont été créées à cette occasion pour s'autoriser d'un meurtre qu'on n'assumait pas parce qu'on était dans une vraie familiarité avec les animaux et que ça nous faisait mal au cœur de devoir tuer l'animal auquel on s'était préalablement attaché. Donc ce que vous constatez, c'est que cette révolution pacifique, elle n'est plus. Et c'est pour cela que Jocelyne Porcher veut absolument qu'on dissocie l'élevage au sens traditionnel qui respectait le pacte de travail et la production animale qui ne le respecte plus. Alors pour finir ce cours d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas tout à fait terminé le paragraphe 3 qui est un peu long, j'ai vu large, je voudrais vous présenter Jocelyne Porcher. Je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube des films sur elle. C'est un personnage que je trouve assez intéressant. Elle est partie vraiment de pas grand-chose. Je voudrais simplement vous faire une synthèse de ce qu'elle dit sur son site, puisque donc elle a un site à son nom, où elle présente son cursus et comment elle en est arrivée à cette prise de conscience qu'il y avait un fossé entre l'élevage traditionnel et la production animale. Alors, Jocelyne Porcher, P-O-R-C-H-E-R, sa thèse générale, on va dire, c'est qu'elle prône un retour à un élevage de type fermier, par-delà donc la production d'animaux. Elle veut rétablir le lien de douceur, de respect, d'empathie avec l'animal. Elle est absolument convaincue qu'on peut être éleveur tout en ayant ce rapport empathique avec l'animal, qui a été ce rapport complètement rompu dans l'ordre industriel. Alors, je vais vous citer donc un passage de son site. Je ne suis pas allée chercher bien loin, mais je trouve que la présentation avec le personnage est intéressante pour comprendre vraiment son processus et par quelles étapes elle en est passée pour avoir cette prise de conscience de la distinction nécessaire entre l'élevage et la production agricole. Mon chemin vers l'INRA a commencé en 81 lorsque j'ai quitté Paris pour la campagne. Donc c'est une Parisienne, elle quitte la campagne, elle a 25 ans. J'étais secrétaire dans une grande entreprise et je ne connaissais rien du monde agricole, rien de l'agriculture, rien de l'élevage. Alors, elle raconte qu'elle a pris d'abord une petite maison à la campagne, elle a fait son jardin, elle a fait un potager, puis après elle a pris quelques poules, puis après elle a pris quelques porcelets, et elle a appris auprès des paysans du coin à tuer la poule et à la consommer, à tuer la dinde et à la consommer. Mais c'était ses animaux, et elle utilise le possessif « mes poules », « mes », parce que forcément, elle tuait ses propres animaux, elle avait appris à le faire, et elle le faisait bien évidemment avec tous les égards qu'on peut avoir. Alors je ne sais pas si donner la mort, on peut le faire avec des égards, mais enfin, elle essayait de le faire avec le respect dû à l'animal qu'elle avait choyé et qu'elle avait aimé durant sa vie.
Et moi, ça, c'est un point qui m'interpelle. Une fois qu'elle a ce premier rapport, on va dire, un petit peu de parisienne bobo qui découvre le monde de la campagne, elle va décider de devenir éleveur. Et là, elle s'engage dans une démarche qui est beaucoup plus professionnelle. Je vous lis la suite. J'ai commencé à travailler avec les chèvres dès que l'occasion se présentait. J'ai appris à faire naître, à traire, à soigner. J'étais dans mon élément. J'ai acheté quelques brebis laitières corses et j'ai aménagé une bergerie, trouvé des terres à louer. Progressivement, le troupeau a grandi et la maison est devenue une petite ferme. C'est ainsi que j'ai exercé le métier d'éleveur pendant plusieurs années. Donc, elle est d'abord éleveur. Elle a un rapport, vous le voyez, très, on va dire, instinctif. On lui disait qu'elle avait le feeling pour ça. Les paysans du coin lui disaient « tu as le feeling pour ça ». Alors, elle n'a jamais su ce que ça voulait dire, mais enfin bon, elle avait le feeling pour ça. Elle a d'abord quelques chèvres. C'est elle-même qui traite ses chèvres, qui fait naître ses chèvres, qui soigne ses chèvres. Et puis, elle décide de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire d'augmenter sa formation. Et lorsqu'elle elle fait cette démarche d'études, on l'envoie dans une porcherie industrielle en Bretagne. Et là, elle décrit la réalité de ce qu'elle va découvrir et qui était à 1000 lieues de cette petite ferme dans laquelle elle élevait ses chèvres. Comme tous les éleveurs que je connaissais, je me souciais beaucoup du bien-être des animaux, de mes animaux, car j'en étais responsable. Je quitte la ferme et me retrouve dans une porcherie industrielle en Bretagne, dans le cadre d'une reprise d'études. Le choc est rude, et il a continué à l'être quand j'ai dû par nécessité travailler en porcherie industrielle. Après avoir côtoyé des chèvres et des brebis individualisées et respectées, je me retrouve face à des truies, encagés dans des bâtiments où le jour ne se distinguait pas de la nuit, où l'on ne respirait qu'avec peine, avec des éleveurs qui n'avaient que le mot argent à la bouche, ces mêmes éleveurs qui battaient les animaux pour les déplacer, les traitaient d'enculés ou de connards, qui se prenaient pour l'élite et qui ne semblaient espérer de la vie que de changer de voiture. Dans une station expérimentale du Sud-Ouest, dans laquelle j'ai également travaillé, le bâton de caoutchouc était le moyen de communication privilégié. Rien de ce que j'apprenais au cours de la formation n'avait de lien avec ce que j'avais vécu en tant qu'éleveur avec mes animaux. La formation était uniquement technique, centrée sur la zootechnie telle qu'elle était au XIXe siècle. J'ai voulu comprendre ce qui différenciait l'élevage des productions animales et comprendre ce que l'élevage avait de particulier au point de vue de la relation aux animaux. Donc vous voyez cette démarche, elle est confrontée à une réalité assez sordide, avec des êtres qui ont perdu en humanité, qui ont du mépris pour les animaux qu'ils élèvent et les battent, et les traitent, les injurient, les traitent de tous les noms, et qui cherchent à faire du profit, puisque le seul but dans leur existence, c'est de changer de bagnole. Alors, elle pousse son activité plus loin, puisqu'elle décide de faire de la recherche. Donc, elle passe un BTS, puis elle devient ingénieure dans l'élevage. Elle décide d'engager un master, elle fait un master, puis une thèse, qui d'ailleurs va être, cette thèse, recevoir bien sûr des louanges, mais surtout des prix. Elle devient chercheure à l'INRA, et elle est actuellement directrice de recherche à l'INRA en sociologie de l'élevage. Donc c'est vraiment un personnage que je trouve intéressant parce qu'elle part vraiment de rien, un petit goût pour sa basse-cour, et puis petit à petit, voilà, elle va avoir un intérêt de plus en plus intellectuel aussi pour la discipline qui est la sienne, parce qu'elle dit qu'elle a été confrontée à des problèmes moraux lorsque donc elle voyait la manière dont on traitait les animaux dans les industries porcines. Voici ce qu'elle écrit. J'ai alors passé un master qui portait sur les relations entre humains et animaux dans les abattoirs, et ensuite soutenu une thèse sur les relations affectives entre éleveurs et animaux. Vous mesurez que travailler sur l'abattoir, et on y reviendra parce que je vous parlerai beaucoup d'abattoirs, je suis vraiment désolée, mais ça va être un des lieux sur lesquels nous allons nous appesantir cette année. Parler des abattoirs et dire que dans ces abattoirs, il y a des relations particulières entre les humains et les animaux, et que ces relations peuvent être différentes. Et notamment que dans un élevage, il peut y avoir des relations affective, c'est l'objet de sa thèse, entre les animaux et les éleveurs. C'est quelque chose qu'on ne disait pas, c'est quelque chose qui était absolument tabou. On considérait même que c'était de la sensiblerie que de parler d'affect dans ce monde-là. Dans les productions animales, dit-elle, je la cite, et cela depuis le début du processus d'industrialisation de l'élevage, la souffrance est sans doute ce qu'il y a de mieux partagé entre humains et animaux.
Donc ça veut dire que les animaux souffrent, mais ça veut dire que les humains souffrent aussi. Et cette dimension d'aliénation, je serai amenée à vous en parler plus en détail lorsque j'aborderai donc le texte de Patterson sur l'éternel Treblinka, puisqu'on voit comment un homme qui travaille en continu dans un abattoir et qui donne la mort toute la journée ne sort pas psychologiquement indemne de cette épreuve. Les hommes eux-mêmes sont traités comme de vulgaires machines ou comme des cochons. Je finirai cette présentation de Porcher en vous montrant que Porcher, c'est pas quelqu'un qui a renoncé à l'alimentation, par exemple, animale. C'est quelqu'un qui pense que la rupture, par exemple, végétarienne, c'est une possibilité, hein, elle la respecte tout à fait, mais elle veut surtout qu'on repense l'élevage autrement, avec plus de respect, de douceur, d'empathie. Et je pense que c'est intéressant de penser qu'on puisse aussi repenser l'élevage et pas simplement y renoncer. Hein. On reparlera de tous ces discours très radicaux, d'antispécistes par exemple, qui considèrent que même avoir un animal domestique, comme la petite minette que vous voyez souvent dans mes bras là, c'est déjà une forme d'exploitation odieuse et que je ne devrais pas avoir un animal de compagnie, qu'on ne devrait plus manger un bout de viande. Eh bien, peut-être qu'il faut aussi, et lorsqu'on a travaillé dans ce milieu-là, on peut y être sensible, réformer la manière dont on donne la mort dans les abattoirs, réformer la manière dont on communique avec les animaux dans un élevage, etc. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je serai amenée à m'apesantir dans les cours à venir. Je vous remercie de votre attention, donc je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Il portera toujours sur le petit 3 du grand 3, je suis toujours là-dedans. J'avais envie de vous décrire très en détail ce qui se passe dans une porcherie industrielle. Et j'ai trouvé un bouquin intéressant qui s'appelle 180 jours d'Isabelle Saurente, S-O-2-R-E-N-T-E, Isabelle Saurente, 180 jours. 180 jours, c'est la durée de vie d'un porc depuis la naissance jusqu'à l'abattage, où elle propose une espèce de roman fait à partir d'une enquête dans un abattoir industriel porcin, que j'ai trouvé ce texte absolument éclairant et passionnant, donc je voulais vous le faire connaître et partager. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt, chers étudiants.